C'est un honneur pour moi d'accueillir Marc Fontcave. J'ai fait votre connaissance en 2014 dans le cadre d'un colloque qui s'est tenu au Collège de France au moment de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, où vous aviez donné une conférence sur un chimiste français de grande réputation, conférence intitulée « Charles Moureux, du Collège de France au gaz de combat ». Fortement impressionné par ce que vous avez dit ce jour-là, j'ai proposé au conseil d'administration de l'Académie Lorraine des Sciences, que je présidais alors, d'organiser à Nancy la représentation théâtrale de la pièce de Claude Cohen, Qui es-tu, Fritz Haber? Fritz Haber, un autre brillant chimiste, prix Nobel, berlinois, qui, comme Charles Moureux à Paris, a contribué aussi à la fabrication d'armes chimiques au même moment pour la défense de son pays. Marc Fontcave est agrégé de chimie, docteur en chimie, titulaire d'un DEA d'économie. Il a été nommé professeur d'université à Grenoble, où ses compétences ont été repérées très vite par le gouvernement, puisqu'il a été sollicité par le ministère de l'Enseignement supérieur à la direction de la recherche. En 2008, il est recruté comme professeur au Collège de France, une des plus prestigieuses institutions de la République. Marc Fontcave est titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques et son laboratoire académique est en forte interaction avec les entreprises. Il est également président de la Fondation du Collège de France depuis 2015. Entre-temps, en 2005, Marc Fontcave est élu à l'Académie des sciences où il intègre le comité de prospective en énergie qu'il préside depuis 5 ans. Ce comité d'experts rédige des rapports et émet des avis auprès du gouvernement sur les questions relatives à la transition énergétique. À de nombreux égards, la légitimité de Marc est totale pour intervenir sur la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui. Il a rassemblé les points saillants de son analyse sur les enjeux actuels énergétiques et environnementaux dans un ouvrage paru chez Flammarion en octobre 2020 qui s'intitule « Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique ». Cher Marc, nous sommes prêts à vous écouter. Merci. Merci pour cette introduction très complète et je suis très heureux évidemment de participer à cette journée. J'ai déjà travaillé ce matin et donc je vais essayer évidemment d'éviter de redire les mêmes choses, même si je vais commencer par répéter 2-3 choses qui sont importantes de mon point de vue. En gros, voilà, je vais rappeler un certain nombre de choses que vous connaissez. Oui, c'est là. Ça, c'est mon problème de rétinopathie. Si c'est pas en face, je vois pas. Voilà. Donc, on va parler rapidement de ce problème d'émission, très rapidement de scénario. Je vais essayer de pas être redondant avec mon collègue qui va suivre. Recherche et innovation pour une énergie défossilisée, il y a plein de domaines. Je me concentrerai sur 3 domaines, transport, industrie et nouveau carbone. Et si j'ai le temps, parce que je regarde l'heure, si j'ai le temps, mais je crois que Gérard parlera aussi de ces aspects, quelle source d'énergie. Parce qu'au fond, c'est ça la question la plus importante. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des voitures comme ça ou comme si, de l'hydrogène comme ça ou comme si, du chauffage, etc. À la fin, c'est quand même quelle énergie on met dans le système. Oui. Première chose, c'est que voilà, nos émissions de CO2 augmentent.
Il est clair que ça impacte la température. C'est un problème global. J'arrête pas de le dire, mais tout le monde le sait ou le sait pas assez bien. Mais à nouveau, tout ce que c'est une très très grande difficulté. D'ailleurs, vous voyez bien par les COP diverses, les pays essayent de se parler, mais à la fin, c'est très très difficile. Les contraintes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et en tout cas, à nouveau, ici, vous voyez, un pays comme la France est un pays qui émet relativement peu de CO2. Évidemment, c'est parce que c'est un petit pays comparé à la Chine, mais néanmoins, globalement, c'est à peu près 1% des émissions totales de CO2 de la planète. Donc, si nous sommes les seuls avec quelques-uns en bas à faire un effort, ça ne changera strictement rien au climat. Donc, la question de la globalité du problème est absolument essentielle. On a bien compris que nous pouvons faire des efforts en termes d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. Je vous expliquerai pourquoi j'essaye d'éviter d'utiliser le mot décarboné et j'utilise le mot défossilisé. Je peux tout de suite dire, en tout cas pour introduire la question, c'est que cette idée de décarboner la planète, sorte de slogan qu'on voit régulièrement dans les manifestations pour le climat, il faut décarboner la planète, est une stupidité parce que la planète est super carbonée et elle continuera à l'être. D'ailleurs, vous-même, vous n'êtes que du carbone et tout autour de nous, c'est du carbone et demain, ça sera encore du carbone. Donc, l'enjeu, c'est de se débarrasser autant que possible et aussi vite que possible des ressources fossiles qui sont carbonées, mais c'est de celles-là dont on parle. Donc, je l'ai dit, c'est une transition qu'il faut mener à l'échelle mondiale. Deuxième remarque, faire croire à chacun que cette transition peut être menée en quelques années, en 2-3 ans, même en 7 ans, quand on nous donne des objectifs à 2030. C'est aussi une absurdité. Il faudra du temps parce qu'il y a tout simplement une série de contraintes énormes de type scientifique, technique, technologique, mais c'est de celle-là dont je parlerai un petit peu, mais évidemment économiques et sociales qui sont tout aussi importantes. Alors, je me place sous un angle optimiste, je dirais, à savoir que, évidemment, je ne fais pas partie de ceux qui proposent de tout fermer, de tout abandonner, de remonter dans les arbres. Mais voilà, au moins, en tout cas, pour un certain temps, essayer. Certaines choses seront résolues, d'autres pas, peut-être, sûrement. Mais disons avec conviction, passion, et vous verrez que on est à un moment absolument formidable pour les chercheurs, pour les ingénieurs, pour les entreprises. Voilà, s'appuyer sur plus de connaissances, plus de recherche, plus d'innovation. Voilà. Et je l'ai dit ce matin, afficher des objectifs irréalistes et inatteignables est une grave erreur politique. Et j'insiste là-dessus. Bon, je n'en dirai pas plus. Je me suis assez exprimé ce matin sur cette question. Parmi les objectifs emblématiques qui sont de mon point de vue irréalistes et irréalisables, inatteignables, c'est ce qu'on appelle l'objectif zéro carbone, net zéro, ou l'objectif 1,5 degré. Ici, je vous montre des données d'un article dans Nature en 2020 de divers climatologues qui montrent que, en effet, les scénarios les plus extrêmes du GIEC sont totalement inappropriés, que le fameux 1,5 degré qui nous impose d'être effectivement à zéro émission de carbone en 2050, c'est cette trajectoire bleue,
sera très difficile, de mon point de vue, ne sera pas atteint, et que probablement il faut s'attendre à des températures plus élevées, et que à l'horizon 2100, en effet, par rapport à la température pré-industrielle, on sera probablement à des températures moyennes de la Terre de 2,5 à 3 degrés. C'est des choses comme ça qu'il faut anticiper. Alors il faut l'accepter d'une certaine façon pour agir, non pas pour dire c'est foutu, etc. Pour agir. Et notamment, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que et je ne vais pas traiter de ça, mais la question de l'adaptation est absolument essentielle une fois qu'on a compris cela. L'adaptation, c'est toute une série de choses, rénovation, climatisation, le système hospitalier, des recherches dans le domaine, de la microbiologie, de la virologie, l'agriculture, l'aménagement du territoire, la gestion, l'anticipation d'un système électrique résilient, tout un tas de choses comme ça. Oui. Pourquoi c'est si difficile? J'aime bien vous le connaissez, certains doivent le connaître, ces deux hommes préhistoriques qui discutent. Il dit il y a quelque chose de vraiment bizarre. Notre air est propre, notre eau est pure, on fait plein d'exercices, tout ce qu'on mange est bio, et puis on n'arrive pas à vivre au-delà de 30 ans. Et effectivement, pourquoi c'est si difficile de se sortir des fossiles, c'est parce que, en effet, ce sont des sources d'énergie absolument incroyables par leur propriété de densité d'énergie volumique, gravimétrique. On fera pas mieux. On ne fera pas mieux. On n'aura pas dans l'histoire de l'humanité mieux que ces énergies fossiles. Et on peut aujourd'hui reprocher à l'humanité de l'avoir exploité, mais c'est bien ce qui s'est passé. À nouveau, je l'ai dit ce matin, on peut se dire on a été atroce d'utiliser ces énergies fossiles, mais c'est absolument normal. Enfin, la façon dont on vivait avant la révolution industrielle n'est pas enviable, et c'est absolument normal. Et d'ailleurs normal que nous les ayons exploités, et c'est absolument normal que les fameux consommateurs dont on a parlé tout à l'heure, qui ne consomment rien aujourd'hui, n'ont qu'une aspiration, c'est de consommer comme nous, et donc de profiter eux aussi des énergies fossiles. On peut critiquer tout ça, mais c'est une réalité. Et en fait, ici, j'ai pris quelques paramètres, mais on pourrait en lister une très très grande. Il y a une formidable corrélation, évidemment, entre la consommation d'énergie, en particulier fossile, évidemment les émissions de CO2, mais aussi l'espérance de vie, le bien-être, la culture, l'éducation, tout ça va en parallèle. Si on regarde la France, je l'ai dit ce matin, la France, c'est 1600 TWh de consommation. Pas la peine de rentrer dans le détail des choses. Ce dont il faut se souvenir, c'est que, en effet, la France a cette particularité que son énergie électrique, son électricité est à 92% décarbonée. Et ça, c'est quelque chose que certains ne veulent pas voir en face, parce que si on considère ce chiffre, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne fera jamais mieux. On peut attendre 100%. Il y a quelques pays, il y a la Norvège est légèrement au-dessus grâce à son hydroélectricité. Mais si l'enjeu est vraiment la question du CO2, eh bien, nous sommes aujourd'hui à peu près au maximum de ce que nous pouvons faire, et nous devrions nous en glorifier plutôt que, à nouveau, de dire que la France ne satisfait pas ses engagements climatiques à longueur de temps. Ce n'est pas vrai. La France, avec cette électricité, est parmi les plus vertueuses, et comme vous le savez, c'est en raison de ce choix historique assez incroyable qui n'avait rien à voir avec le climat, choix qui s'est produit dans les années 70, à partir des années 70, qui est de la mise en place d'une énergie nucléaire forte, qui aujourd'hui est représentée ici à 70% en 2019. Et de fait, si on prend l'ensemble, et l'électricité, la
France est un pays très électrique, hein, très électrifié, hein, puisque entre 25 et 29% de notre énergie est électrique. C'est une sorte de record dans le monde. Et par ailleurs, du fait de ce poids de l'électricité, plus du fait qu'elle est décarbonée, il faut savoir que la France dépend à peu près à 60% pour toute son énergie des fossiles. Et ça aussi, c'est assez extraordinaire. Oui, on a évoqué ça ce matin. Jean-Yves Le Déaut l'a fait. En effet, quand on regarde la partie bleu clair, c'est les émissions de CO2 de la France territoriale, celles que nous émettons sur notre territoire. Et on peut se dire formidable. Depuis 2005, ça diminue sérieusement. D'ailleurs, vous voyez 412, 324 en millions de tonnes de CO2. Et en réalité, comme on l'a dit, désindustrialisation, délocalisation de nos activités dans d'autres pays, la Chine, etc. Si on tient compte des émissions extérieures, c'est la partie bleu sombre, elle augmente. Et ça, c'est assez dramatique sur le plan du climat, puisque nous envoyons à l'étranger, c'est-à-dire dans des pays qui utilisent du charbon, du gaz et du pétrole pour faire de l'industrie, alors que nous avons à notre disposition une compétence, une industrie nucléaire décarbonée, enfin, etc. Donc, au-delà des problèmes d'indépendance, hein, de souveraineté énergétique, il y a cette question de nos réductions d'émissions, et tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire peut-on en effet changer complètement, produire en France davantage, et donc avec une énergie en effet de plus en plus défossilisée. Et donc, c'est toutes les questions de réindustrialisation, de relocalisation, de souveraineté dont on parle beaucoup, mais qui est très difficile à mettre en place. Comme vous le savez, on a vécu depuis une trentaine d'années avec une sorte avec une vision extrêmement négative de ce qu'on appelle la politique industrielle, alors que c'est ce que nous défendions au fond dans le siècle précédent. Tout le monde s'accordait pour dire qu'il ne fallait surtout pas avoir de politique industrielle. Il en faut, on le voit bien aujourd'hui, si on veut être un peu plus maître de notre destin, mais on voit bien que les conditions sont extrêmement délicates. On en a aussi discuté un peu ce matin. Vous voyez l'importance, l'impact que peut avoir la hausse dramatique du coût de l'électricité, du coût de l'énergie, de mesures que peuvent prendre des pays comme les États-Unis pour soutenir leurs propres activités, pour que en réalité, à un moment où nous avons besoin de nous réindustrialiser, c'est le contraire qui se passe, c'est que nous allions encore vers plus de désindustrialisation avec des entreprises qui vont travailler aux États-Unis parce que l'électricité est moins chère et qu'on les aide à développer leur business. Donc ça, c'est une question extrêmement importante. Au fond, qu'est-ce que c'est une trajectoire, alors je continue avec net zéro, mais une trajectoire avec des efforts dans le sens de moindre d'émissions. En gros, c'est assez simple, hein, tout le monde le sait maintenant, c'est que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est à la fois évidemment diminuer notre consommation d'énergie. Pour la France, on passe de 1600 TWh. La question, c'est de combien ? Personnellement, je considère que la plupart des scénarios nous annoncent des baisses qui sont là aussi irréalistes et irréalisables. Mais là aussi, il faut qu'on puisse définir de combien on veut cette baisse, de 10%, de 25%, de 50%. Et puis l'autre, c'est électrifier le système énergétique. Mais là aussi, on part d'un niveau très très élevé. On est déjà à 25%, un record. Passer à 50%, comme c'est le cas dans beaucoup de scénarios, ça serait une véritable révolution. Hein. C'est quelque chose d'assez colossal. Il faut savoir que ça fait à peu près 15-20 ans que nous sommes à un plateau de consommation électrique autour de 470 TWh et que ça n'a pas bougé. Et que pour monter à ce niveau-là, évidemment, ça sera un effort colossal. Donc, voilà le schéma, hein, diminuer la consommation d'énergie, augmentation de l'électricité. Et évidemment,
c'est très très important de ne pas être obsédé par électrifier plus diminuer notre consommation d'énergie, mais aussi il faut le faire dans un contexte qui est associé à, d'une part, une sécurité d'approvisionnement, d'accord. Donc, si nous allons vers une certaine quantité d'énergie renouvelable et surtout intermittente, éolien solaire, il faut faire attention à tout un tas d'externalités, la sécurité, les stabilités des réseaux électriques, la disponibilité de ressources pilotables, etc., etc. Évidemment, le faire à un coût qui soit raisonnable. Ensuite, je l'ai dit, avec une souveraineté, une certaine souveraineté énergétique, et puis aussi avec une activité industrielle associée. Parce que si nous ne faisons plus de nucléaire et nous finissons par écrabouiller notre industrie nucléaire, et comme il faudra du nucléaire, on achètera nos centrales ailleurs. Si on n'entretient pas nos barrages, si toutes les technologies vertes, énergie renouvelable, hydrogène, batterie, tout ça nous vient de l'extérieur, évidemment, on passe d'une dépendance à une autre, et ça, c'est évidemment pas bon. Alors, aujourd'hui, sans doute le savez-vous, mais autant vous le dire, vos représentants à l'Assemblée nationale ont voté une loi qui est la loi de transition énergétique et de la croissance verte, qui vous promet en 2050 une consommation d'énergie de 930 TWh. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais en réalité, les seuls qui arrivent aussi bas, c'est le scénario Négawatt, qui est un des plus extrêmes des scénarios. Et Négawatt a quand même le courage d'expliquer un tout petit peu ce que sera la vie à 930 TWh. Je vous invite à lire leur scénario et vous verrez de quoi il s'agit. Donc c'est ça aujourd'hui la position de la France dans la loi. Et donc vous voyez que c'est une baisse d'énergie qui est considérable, mais qui est moindre d'ailleurs que celle que on nous annonce dans la métropole Nancy, comme je vous l'ai dit ce matin. Voilà. Et un autre scénario qui est le scénario qui est sorti en 2021 par RTE, qui est un scénario relativement intéressant et qui est celui qui est le plus discuté aujourd'hui. Vous voyez, nous fait passer à 1100 TWh, c'est le scénario de référence, avec une part d'électricité qui est à 645 TWh, donc qui est plus du double. Donc c'est plus de 50 TWh, et donc c'est une augmentation considérable d'électricité. Je reviendrai là-dessus. Oui, donc au fond, une fois qu'on en est là, on a bien compris qu'on s'est donné un objectif, on a un plan. Alors le problème, c'est qu'en France, on n'en a pas. Il n'y a pas de politique énergétique. Il y a ces scénarios, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu un ministre ou un président de la République vous dire qu'est-ce que nous visons comme production énergétique à l'avenir, quelle part de renouvelable, quelle part de nucléaire. On est aujourd'hui dans une situation où le gouvernement met à l'étude un projet de loi sur les renouvelables, met un projet de loi sur le nucléaire, les 6 réacteurs, mais on ne sait pas très bien pourquoi 6, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10, pourquoi 8 plus tard, quelle est la part des ENR qu'on veut mettre, on ne sait absolument rien. Donc ça, c'est évidemment le gros défaut, c'est-à-dire qu'on traite toutes ces questions de façon indépendante, alors qu'évidemment elles sont reliées. C'est-à-dire que si vous décidez de garder 70% comme aujourd'hui de nucléaire dans la production électrique, ça n'a aucun sens d'aller faire des énergies renouvelables, éolien et solaire. Donc les deux sont étroitement reliés. Si au contraire vous dites je veux 40 ou 50% de nucléaire, évidemment il vous en manque 50. Donc là il faut des sources électriques. D'accord. Bon, mais ce débat n'existe plus puisque le 50% que vous avez tous voté, enfin vos représentants, à un moment donné, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit puisque, comme je le dirai tout à l'heure si j'ai le temps, on vous a dit 50% en supprimant les 14 réacteurs, mais on vous a pas dit ce qu'on ferait après. Si c'était 50% jusqu'à on ne sait pas quand, ou si c'était quand les réacteurs tous disparaîtraient, ça serait 0. Et de fait,
c'est ce qu'on fait, puisque tant qu'on n'en construit pas, le vieillissement des réacteurs fait qu'on tombe à zéro. Donc tout ça est dans un flou absolument terrible. Mais en tout cas, pour la question, mettons que nous ayons un objectif et que ensuite nous ayons à défossiliser tout un tas de secteurs. Alors, effectivement, là, c'est assez simple d'une certaine façon. C'est regardons où sont nos plus grosses émissions. Et là, c'est assez classique, on l'entend 1000 fois. On sait très bien où elles sont. Et ce sont ces secteurs-là qu'il faut attaquer. Et comme vous le voyez ici, eh bien, le transport routier, le bâtiment résidentiel tertiaire, l'industrie, et puis un certain nombre d'autres secteurs, mais ces trois secteurs-là sont les plus importants. Et je crois qu'en effet, que tout le monde s'accorde pour dire que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et au fond, tout est là. En gros, hein, je pourrais m'arrêter après cette dia, mais en gros, les priorités, c'est ces trois secteurs, habitat, transport, industrie. Et là, quand je discute de ça, j'ai l'habitude de dire, et en particulier devant les jeunes ingénieurs que je rencontre dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, ou les étudiants dans les universités, c'est de dire, là, oui, nous avons, enfin, pour ceux qui, en effet, ont décidé de faire autre chose que de déserter et de remonter dans les arbres. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité qui est absolument formidable parce que nous avons un défi colossal et en même temps, en partie, ce défi peut être traité par la puissance de la connaissance, de l'investissement des jeunes, des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, chimistes, physiciens, biologistes, etc. Et je crois que ce discours-là, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, puisqu'on a toujours cette idée des jeunes désespérés, prêts à la violence, enfin, etc., qu'au contraire, la très grande majorité de ces jeunes a compris ça, et ceux que je rencontre sont la grande majorité me disant qu'ils sont prêts à s'investir pour aller là-dedans. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. Et donc, de quoi il s'agit? Du côté de l'habitat, évidemment, il y a toute la question voilà, de l'électrification, les pompes à chaleur, la rénovation thermique. Il y a des choses formidables à trouver en termes de nouveaux matériaux de structure. Hein. Je suis chimiste, donc je vois à quel point la chimie est une discipline qui va avoir à jouer un rôle important dans ce domaine. Des nouveaux matériaux isolants. Dans les transports, là aussi, on va aller vers de l'électrification. Des nouvelles batteries, densité d'énergie de plus en plus grande, éco-compatibilité, recyclabilité, des matériaux composites plastiques, il faut trouver des nouveaux carburants, des biocarburants, des carburants de synthèse, de l'hydrogène. Il faut défossiliser aussi l'industrie, on l'a dit. Ici, vous voyez, acier, ciment, verre, aluminium, éthylène, chlore, papier. Ce sont les, ça fait quoi là, 3 et 3, 6, 1, 7. J'ai pris les 7 plus grands émetteurs de CO2 dans l'industrie. Et là, il y a absolument des choses passionnantes à faire pour transformer les procédés actuels de production de ces matériaux vers de nouveaux procédés moins émetteurs, moins énergivores. Et il se passe des choses formidables. J'aurai le temps d'en dire un mot. Production d'hydrogène décarboné, nouveaux électrolyseurs, piles à combustible, capture, stockage et utilisation du CO2. Donc, c'est tout un tas de secteurs tout à fait intéressants. Dans le cas du transport, bon, on l'a dit, croissance, c'est déjà le cas en France. Hein. Il y a à peu près 600 000 véhicules électriques en France. Il y a une croissance et tous les scénarios nous indiquent que en 2035, vous voyez, c'est une perspective. C'est ce que dit aussi RTE. À peu près une dizaine de millions de véhicules électriques. Il faut savoir qu'on a à peu près en France une quarantaine de millions de véhicules. Et dans le monde, c'est la même chose. Comme vous le voyez. Comme vous le voyez ici, par exemple, il y a 1 milliard de véhicules électriques, 1 milliard, pardon, de véhicules sur la planète. Il y a à peu près 1,5% de véhicules électriques, 15 millions. Et vous voyez les perspectives, c'est formidable. C'est pratiquement 400 à 500 millions de véhicules électriques qu'il y aura à l'horizon 2040. Mais vous voyez, il y aura au total plus d'1,6 million de véhicules, 1,6 milliard de véhicules. Donc en 2040, vous voyez, il y aura plus de véhicules thermiques qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, le zéro carbone en 2040, ça n'existera pas.
Je vous rassure tout de suite. Enfin, si vous voulez être rassuré. Et puis le problème, c'est que quand vous regardez la part de marché des fabricants de batteries, vous voyez toutes ces compagnies chinoises, coréennes, japonaises, chinoises et coréennes. Voilà, c'est ça. Et donc c'est l'exemple même du risque que nous prenons avec certaines décisions visant à remplacer trop vite notre économie, notre industrie de véhicules thermiques par une industrie de véhicules électriques. Décision qui a été prise par la Commission européenne en juillet cette année. Le risque est absolument énorme que nous passions d'une économie dominante où l'Europe domine par une économie dominée par d'autres pays, et ça c'est pas un très bon choix. Par contre, dans le domaine scientifique, c'est comme je l'ai dit, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de choses à faire. Vous voyez que les densités d'énergie massiques ou volumiques ont évolué, mais pas de façon fantastique. Entre les années 1900, où on travaillait avec des batteries plomb-acide pour passer du nickel-cadmium dans les années 50, les nickel-hydrure dans les années 80 pour arriver aux fameuses batteries lithium-ion. Certes, il y a eu des progrès, on passe de 50 à 200, c'est un facteur 4, mais c'est pas un facteur 1000, de la même façon qu'on passe ici un facteur 6 ou 7. Donc, il faut continuer à travailler avec des nouveaux matériaux pour augmenter la densité d'énergie, augmenter l'éco-compatibilité des batteries, avec de nouveaux procédés de synthèse, des électrodes biosourcées, des batteries à sodium, développer des batteries intelligentes, surveillance et autoréparation des batteries, et puis toute la question de la récupération et du recyclage. C'est un monde absolument fantastique pour les chercheurs. Bon, ça c'est une diapositive que m'a filé Jean-Marie Tarascon, qui est vraiment le grand spécialiste de la question. Aujourd'hui, voilà, les batteries, on les connaît, on sait ce que c'est, le batterie lithium-ion, c'est vraiment cette nouvelle technologie qui a révolutionné le monde des batteries, mais il se passe énormément de choses dans le domaine avec des nouvelles stratégies, batteries sodium-ion, des batteries tout solides. Et tout ça pour traiter ces questions d'éco-compatibilité, d'autonomie, de vitesse de charge, de durabilité, de sécurité, de recyclage. Voilà. Alors ça, on en a parlé. C'est quand même extrêmement important. Comme vous le voyez ici, les besoins en ressources minérales vont exploser. Si on compare une voiture traditionnelle, ici une voiture thermique, à une voiture électrique, vous voyez que c'est pratiquement un facteur 10 de besoins supplémentaires, enfin de besoins. Il faut 10 fois plus de ressources minérales pour une voiture électrique que pour une voiture thermique. Ça, c'est la première chose. Et c'est aussi vrai d'ailleurs des nouvelles technologies de l'énergie. Si vous comparez une centrale thermique avec une éolienne, c'est un facteur... combien on est ici? On est à 20, oui, un facteur 10 en ressources minérales. Donc c'est colossal. Là, on va passer à quelque chose que les gens commencent à réaliser, mais enfin nous, ça fait longtemps qu'on le sait. Et donc, en effet, la question, vous voyez que la demande en métaux va exploser, certains métaux plus que d'autres, le cuivre, l'aluminium, voilà, le cobalt, le lithium, et évidemment, une nouvelle science aussi doit être développée. C'est la science de la récupération et du recyclage. Je pense que là, il y a énormément de choses à faire aussi pour les ingénieurs et les chercheurs. Et puis l'autre chose, c'est évidemment ces nouvelles dépendances. Comme vous le voyez ici, aussi bien pour l'extraction que pour le raffinage. Et le raffinage, c'est particulièrement frappant parce que vous voyez pratiquement que la Chine. La Chine récupère tous les métaux du monde entier et raffine les métaux, les purifie et les revend. Et c'est une dépendance qui est absolument colossale. Du côté de l'industrie, ici, j'ai pris trois exemples. L'acier est un point important, comme vous le savez. L'acier, la production d'acier, c'est la réduction des oxydes de fer en fer. Vous voyez, et on utilise du carbone
Et c'est pour ça que l'acier est un des éléments de notre société qui produit le plus d'émissions de CO2. Donc là, il y a des travaux formidables pour remplacer ces procédés charbon, hein, où on a 1 tonne d'acier qui produit 2 tonnes de CO2, par de nouveaux procédés. Et ça aussi, pour les ingénieurs, les chercheurs, c'est super important, super intéressant, soit à base d'hydrogène, soit directement à base d'électrolyse. Et avec des rendements, vous voyez, là maintenant 1 tonne d'acier peut devenir 0,25 tonnes de CO2. Même chose pour l'hydrogène. L'hydrogène, on l'a vu ce matin, est produit à partir de ce procédé reformage, et on va petit à petit passer à de l'électrolyse de l'eau. Et puis on a beaucoup parlé de production de chaleur. Il faut électrifier tout ça. Là aussi, ce sont des enjeux de recherche pour l'industrie absolument capitales. Nouveau carbone, je termine là-dessus. Ça me permettra de vous dire en quelques mots ce que je fais dans mon laboratoire. À nouveau, je répète, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y aura pas demain de monde sans carbone. Aujourd'hui, nous vivons sur la base de une dizaine de milliers de produits chimiques qui tous viennent du pétrole, du gaz et du charbon. C'est toute la pétrochimie. C'est tout un tas de molécules. Je rentre pas dans le détail, il faut être chimiste pour comprendre de quoi il s'agit, mais ce sont à la fin des plastiques, des matériaux électroniques, des fibres, des solvants, des détergents, des insecticides, des médicaments. Demain, un médicament, ça sera encore du carbone, hein. Même l'hydroxychloroquine, c'est du carbone. Voilà. Et la question, c'est, une fois que nous serons débarrassés du pétrole, du gaz et du charbon, avec quoi nous allons faire ce carbone? Parce que demain, nous aurons besoin de tout ça. Eh bien, il faudra envisager la biomasse, il faudra envisager les déchets et peut-être aussi le CO2, et c'est là-dessus que je travaille. Je vais parler uniquement de ça pour terminer. Et demain, il y aura une nouvelle chimie organique, une nouvelle pétrochimie. On l'appellera pas pétro, parce que ça viendra pas du pétrole, mais qui combinera des énergies bas carbone, qui permettront d'électrolyser d'une part l'eau, le CO2, pour donner tout un tas de molécules par réaction du CO2 avec de l'hydrogène que vous avez ici, et de l'autre côté des matériaux de la biomasse qui par fermentation, méthanisation, gazéification, on a vu ça ce matin, pyrolyse, liquéfaction, donneront aussi tous ces métaux-là. C'est une vraie révolution, et là aussi pour la recherche, pour l'industrie aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez formidable sur lequel il faut travailler. Et là encore, comme pour les batteries de tout à l'heure, les nouvelles technologies, c'est pas assez mature et il faut travailler. Voilà, pour ce que je finis vraiment là-dessus, c'est ce qu'on fait au Collège de France dans mon laboratoire, où on essaye de développer des technologies où on utilise des électrolyseurs qu'on alimente par des énergies renouvelables, éoliennes ou solaires. On introduit du CO2, de l'eau, et qu'est-ce qu'on fait? Des molécules carbonées qui peuvent servir comme précurseurs de plastique, de produits chimiques, de carburants, de médicaments et de spécialités. Et vous voyez, donc mon rêve, comme le rêve de beaucoup de mes collègues qui travaillent dans le domaine, c'est en effet ces machines-là dans lesquelles on met du CO2, de l'eau qu'on éclaire et on obtient une molécule carbonée d'intérêt. Un exemple, l'éthylène. Pourquoi l'éthylène? L'éthylène, c'est la molécule la plus produite sur cette planète dans l'industrie chimique. C'est 200 millions de tonnes, vous avez compris pourquoi. C'est un précurseur de tas de polymères, en particulier le polyéthylène. Aujourd'hui, c'est un produit qui, je l'avais cité dans les 7 tout à l'heure, qui produit énormément de CO2, qui est très énergivore parce que les procédés sont ainsi faits qu'ils produisent beaucoup d'énergie, et ils demandent beaucoup d'énergie et produisent beaucoup de CO2. Eh bien, en 2019, nous avons publié ce travail qui reste un record en termes de rendement dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, où nous avons développé des électrolyseurs, d'ailleurs avec une start-up, couplés à des panneaux photovoltaïques en utilisant des catalyseurs particuliers qui ont été brevetés à base de cuivre, et vous voyez qu'ils sont des matériaux poreux, dendritiques, et éclairant par le soleil, introduisant ces électrons dans cet électrolyseur
font réagir du CO2 avec de l'eau pour donner de l'éthylène, donc de façon extrêmement propre. Un peu donc comme le font les plantes ou les micro-organismes photosynthétiques. C'est de la photosynthèse artificielle. Voilà. Et ceci étant dit, Gérard va parler du sujet suivant sûrement, et donc je m'arrête ici. Merci.